Merci à vous deux. Dernière séquence, je le disais, je vais appeler à mes côtés 4 experts pour une mise en contexte scientifique, économique, environnementale, culturelle de la mer XXL. Donc, Vincent Campredon, directeur du Musée national de la marine, il est là. Catherine Chabot, journaliste, auteure, navigatrice bien sûr, mais également qui a fait un passage au sein de la haute administration. Son expérience est précieuse. Pascal Jaouen, qui est un scientifique, directeur du laboratoire GPEA CNRS et membre du bureau du pôle mer Bretagne-Atlantique. Et, last but not least, Frédéric Mocani de Saint-Aignan, président du cluster maritime français, ancien président de la Fédération des pilotes maritimes. L'actuel était là, Jean-Philippe, et je ne sais pas s'il est toujours parmi nous. Voilà. C'est quoi les questions, me dit-il. Alors, 3 des 4 intervenants, à mes côtés sont membres d'un comité d'experts qui est chargé d'accompagner tout le processus d'organisation de la mer XXL, de le soutenir. Je vais citer ceux qui sont éventuellement dans la salle. J'ai vu Paul Touret, notamment tout à l'heure, directeur de l'Institut supérieur d'économie maritime, l'ISEMAR. Il y a également donc Jean-Philippe Casanova, je le citais, le président de la Fédération française des pilotes maritimes, Françoise Gail, directrice de recherche émérite au CNRS, Marie-Christine Huot, qui représente, elle, le pôle mer Méditerranée. Il y a Hervé Moulinier, vice-président du pôle mer Bretagne-Atlantique. Loïc Perron, qui nous avait dit que peut-être il serait là, mais il est malheureusement de retour de l'étranger, peut-être avec un petit peu de retard. Anne Renaud, directrice scientifique de l'Ifremer. Philippe Valette, océanographe et directeur général de Nausicaa. Et Francis Vallat, ancien président du cluster maritime français, ancien président du réseau européen des clusters maritimes français et président actuel de SOS Méditerranée. Dites-moi, Catherine, vous n'êtes pas membre de ce comité d'experts? Non, il faudrait peut-être qu'on en parle. Qui sait? Je suis sûr que nous aurons l'occasion d'échanger là-dessus très bientôt. Pascal Jaouen, vous êtes un régional de l'ETAP en recherche et innovation, mais votre spécialité dépasse largement les frontières du territoire. En effet, vous vous intéressez tout particulièrement aux biotechnologies marines. Comment ce domaine de recherche et ses applications trouveront-ils leur place dans la mer XXL? Avez-vous déjà quelques pistes à nous révéler? Bien, merci Philippe. Tout d'abord, un rappel sur ces biotechnologies marines qui sont très présentes dans l'ouest de la France. Ce sont à peu près 130 entreprises implantées dans les 2 régions Bretagne et Pays de la Loire, près de 300 chercheurs. Les biotechnologies marines sont ces méthodes ou ces techniques qui utilisent le vivant pour transformer un substrat, une matière première, en un produit fini qui va être utilisé directement par le consommateur. Donc on va parler de microalgues, on va parler de bactéries, de coproduits de la pêche, d'enzymes, et qui vont nous permettre de tirer des produits à forte valeur ajoutée. Oui, on a commencé à réfléchir naturellement avec certains de nos collègues de l'écosystème régional sur ces biotechnologies marines, à la fois au niveau du CNRS, de l'Ifremer, des universités, pour pouvoir faire des présentations, des stands qui nous permettent de mieux comprendre ce que sont ces biotechnologies marines, avec la difficulté, vous comprenez, bien souvent de parler de l'extrêmement petit dans le contexte d'une manifestation XXL. Donc la difficulté pour nous est là, mais il va falloir qu'on fasse preuve d'imagination. Donc nos groupes de travail sont en place et effectivement on est en ordre de marche pour cette grande manifestation. Vous travaillez notamment sur les microalgues. Alors, oui, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur le potentiel de ces micro-organismes? On parle beaucoup des microalgues dans de nombreux domaines actuellement. Oui, alors les microalgues, on en parle effectivement beaucoup depuis plusieurs années déjà. N'oublions pas que c'est le premier maillon de la chaîne alimentaire en milieu aquatique et qu'à ce titre, ces micro-organismes qui font quelques dizaines de microns recèlent en eux des trésors finalement liés à leur composition en protéines, en sucre, en lipides, en antioxydants. Donc ce sont finalement des molécules qui vont nous servir à la fois pour des ingrédients,
aussi bien en nutrition animale, alimentation, les ingrédients santé, hein, pour la cosmétique. Donc ça, ce sont des applications qui sont déjà existantes, qu'on va trouver dans des pharmacies ou dans des magasins bio, par exemple. Dans un futur assez proche, très probablement vont se développer la chimie verte, les matériaux biosourcés. Donc là, ce sont des échéances de plutôt d'une dizaine d'années. Donc très probablement des applications nouvelles dans ce domaine. Et si on se projette encore plus loin, et c'est aussi notre place, nous, en tant que chercheurs, on peut travailler sur les biocarburants de 3e génération qui verront peut-être le jour dans 20 ou 30 ans à partir de microalgues. Et également des applications liées au spatial. On a parfois parlé dans notre comité d'experts de ce lien entre mer et espace. Effectivement, les microalgues sont aussi des candidates pour pouvoir recycler finalement des atmosphères confinées pour des vols spatiaux habités de longue durée. Donc on a des collaborations à la fois avec Tara Océan, j'allais dire, et puis avec l'Agence spatiale européenne. Donc des applications assez extraordinaires. Alors, techniquement, ces microalgues, sera-t-il possible de les voir sur la mer XXL? Alors il va falloir aller chercher dans nos retranchements naturellement, hein, montrer de l'infiniment petit. Il va falloir effectivement mettre en place des maquettes, des films, des façons de visualiser ces micro-organismes pour que le grand public puisse s'approprier ces questions-là. Donc on a d'ores et déjà quelques idées. Hein, mais le challenge est pour nous. Un laboratoire in situ, c'est envisageable? Alors on peut envisager, et on en discute parce qu'il s'agit de déplacer des gros matériels, de voir comment on pourrait produire dans des conditions contrôlées, faire du raffinage de microalgues. Et donc c'est effectivement une des possibilités, voilà, sur lesquelles nous réfléchissons. Merci beaucoup Pascal. Catherine Chabot, vous êtes engagée depuis une quinzaine d'années en faveur de la préservation de la mer et du littoral et pour la promotion d'une France maritime. Je sais que la mer XXL a tout de suite retenu votre attention. On en a parlé ensemble déjà durant l'été. Alors, vous attendiez une telle exposition pour notre pays? Alors merci. Moi, je voudrais rappeler que la mer, c'est le monde du silence. Ah. Et que pour pouvoir partager avec vous ce qu'on a tous à vous faire partager, c'est vrai que si on peut avoir un tout petit peu plus de silence, parce que moi je suis pas capable de parler dans un brouhaha comme ça. Quelle efficacité, bravo. Voilà, mais bon, non seulement je l'attendais, mais je vais vous dire une chose. Il y a 10 ans, je participais avec d'autres, d'ailleurs avec Vincent aussi, avec l'amiral qui est à côté de moi, on participait au Grenelle de la mer. Et j'ai eu la chance à ce moment-là de présider le groupe de travail sensibilisation, éducation et communication. Et dans nos propositions, nous évoquions d'abord notre slogan, c'était la mer et l'avenir de la terre. Et nous évoquions une incarnation, une manière de partager cette ambition que la France doit avoir avec le grand public, avec tous les publics. Et c'était une exposition, on avait appelé ça les espaces Grenelle de la mer. Et donc il aura fallu quelques années avant de voir cette belle idée se réaliser. Donc non seulement je l'attendais, par contre ce que je n'attendais pas, c'était la notion d'exposition universelle. Et c'est vrai qu'on va en parler après, c'est vrai que j'ai eu l'occasion ces dernières années d'aller un petit peu à l'étranger, de participer à des conférences internationales. Et je peux vous dire que l'universalité, parce qu'aujourd'hui, j'y arrive pas. Catherine a besoin de vous, a besoin d'un peu plus de silence, s'il vous plaît. Pas grave. S'il vous plaît. Si la France aujourd'hui a compris que la mer était l'avenir de la terre, parce que la France a un potentiel formidable, on l'a évoqué tout à l'heure, etc. C'est une conviction qui est aujourd'hui partagée à travers le monde. Et je peux vous dire qu'il est temps, il est urgent qu'on organise cette exposition universelle, parce qu'il y a d'autres pays qui se mobilisent beaucoup. Voilà. Alors justement, parce que c'était un sujet que nous devions aborder ensemble, est-ce qu'on peut dire que la mer est aujourd'hui à l'agenda des conférences internationales et ça prend quelle forme ? Écoutez, il y a 4 gros sujets qui mobilisent aujourd'hui les grandes conférences internationales. Le premier sujet, c'est celui de la connaissance. Alors, on en a un représentant, mais si la mer doit être l'avenir de la Terre, il faut mieux connaître cet espace qu'on ne connaît pas. Cet univers, on dit qu'on ne connaît que 5% de la mer. Donc,
Et donc, ce sujet est à l'agenda. Au travers, l'ONU lance dans 2 ans, juste après, et même un petit peu l'année prochaine, la décennie, la décennie de l'océan. L'objectif, mais... c'est que pendant 10 ans, l'ONU va mobiliser tous les États, mais tous les acteurs, pour mieux connaître l'océan. Le deuxième sujet... La décennie de l'océan lancée par l'ONU. C'est quand même une sacrée information. Le deuxième sujet, c'est dans le cadre des objectifs du développement durable à l'horizon 2030. Il y a un objectif océan qui est l'ODD 14. Et cet ODD, cet objectif du développement durable sur l'océan, il concerne tous les sujets de pêche durable, d'aires marines protégées et plus largement tous les sujets d'une économie bleue durable. Alors l'appellation à travers le monde, elle n'est pas encore complètement fixée, mais je pense que ça va être un des enjeux de la mer XXL, c'est justement d'arriver à faire comprendre comment s'incarne cette économie bleue durable dont parlera certainement Frédéric Moncani de Saint-Aignan. Je suis à 2 sujets. Le troisième sujet, c'est la relation océan-climat. C'est un sujet sur lequel moi je me suis beaucoup mobilisée parce qu'on a aujourd'hui, pendant des années, les conférences internationales sur le climat n'intégraient absolument pas l'océan. On parlait des forêts, il fallait sauver les forêts, alors que 50% de l'oxygène de l'atmosphère vient de l'océan. Et que l'océan subit tous les impacts du réchauffement climatique, et notamment le littoral aussi. Il y a des enjeux que vous connaissez pour la plupart, mais qu'il va falloir montrer, à mon avis, aussi. Et puis le quatrième sujet, c'est ce qu'on appelle la haute mer. Alors la haute mer, ça vous paraît loin. C'est ces espaces qui sont au-delà des zones sous juridiction. Mais n'empêche qu'il y a un véritable enjeu parce que la colonne d'eau en haute mer n'a aucun instrument juridique. En septembre s'ouvrent à l'ONU des négociations sur la haute mer qui concernent directement la France. Et moi, j'ai coutume de dire que le sujet océan nous concerne du sommet de la montagne jusqu'à la haute mer. Les déchets qui sont à l'origine, les déchets qu'on voit en mer, qui sont à l'origine de mes engagements, sur mon engagement personnel sur le sujet, eh bien, ils viennent parfois, ils empruntent le chemin des fleuves, des rivières, etc. Et donc, il y a un véritable sujet, ça concerne les acteurs de l'eau, l'océan. Il y a quelques années, on ne voyait pas les agences de l'eau, on ne voyait pas les Veolia et les Suez sur l'océan. Aujourd'hui, ces acteurs-là sont sur l'océan. Donc voilà, j'ai envie de... Ces 4 sujets, oui, ils sont à l'agenda des grandes conférences internationales et je pense qu'on a des choses, nous, à montrer. La France devrait s'enorgueillir de ces acteurs formidables, économiques, recherche ou culturels. Et il va falloir le montrer, il ne faut pas qu'on perde de temps, voilà. Cette dimension, je pense que nous serons amenés à en parler de nouveau lors d'un prochain rendez-vous. Je sais qu'en particulier Jean-Marie Biette, c'est pour ça que je le regardais tout à l'heure, a un projet. Il en a parlé notamment avec certaines autorités de l'État. Mais c'est une autre affaire. Merci beaucoup Catherine. Vincent Campredon, nous mesurons un intérêt, donc le directeur du Musée national de la marine, vous l'avez compris, nous mesurons un intérêt très fort de la part du monde des arts et de la culture pour l'opportunité qu'offre la mer XXL. C'est peut-être dans ce domaine qu'à aujourd'hui nous avons reçu le plus de demandes. Cela étonne-t-il le directeur du Musée national de la marine? Oui, la réponse est oui. J'ai été très surpris que le monde maritime, que je connais depuis près de 40 ans, s'intéresse comme ça de près à la culture et m'est invité au sein de ce comité d'experts XXL. Alors d'abord, je félicite le comité XXL d'avoir invité la culture parce que la mer, on en parle beaucoup, on parle de tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, de tous les sujets que ça représente, qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce que ça va devenir. Et la culture, on n'en parle pas beaucoup. Et je trouve que c'est très intelligent d'avoir appelé le directeur du musée de la marine, et je vais vous raconter ce qu'on fait pour XXL, parce que du coup, c'est une rencontre assez extraordinaire. Et c'est ça que je vais essayer de vous raconter, parce que entre ce que veut faire XXL, l'exposition universelle de la mer, et ce que va faire le futur musée de la marine, eh bien c'est une rencontre incroyable, puisque le futur musée de la marine qui est en train de naître, qui naîtra en 2021, va parler de tous les sujets maritimes à travers la culture. Comment, et c'est le défi qui m'est donné, comment je peux parler de la mer? Comment on peut sensibiliser les jeunes générations aux enjeux et aux défis de demain dont on parle depuis tout à l'heure, à travers la culture, à travers des œuvres anciennes, à travers l'histoire? Comment parler du passé, du présent et de l'avenir? Eh bien, c'est possible. Il y a ce très grand projet de construction
du grand musée maritime national français. Donc c'est quasiment un scoop, hein. On essaie de communiquer le plus possible, mais là on a un public d'experts ce soir. En 2021, la France aura le plus grand musée maritime du XXIe siècle. J'ai envie de dire du monde parce que l'ambition que nous avons est extraordinaire. On m'a donné la mer en cadeau pour pouvoir sensibiliser tout le monde. La mer, l'avenir de la Terre, je ne vais pas le répéter, on l'a dit, chacun l'a décliné. Eh bien moi, je dois transformer et passer la culture. Et la culture, c'est ce qui va nous réunir tous. C'est ce qui va réunir tous ces enjeux pour sensibiliser surtout les jeunes générations. Et donc cette rencontre, je tiens à la saluer. Je voudrais la saluer devant toi, Philippe, et saluer également le groupe Ouest France qui a eu cette excellente idée d'appeler la culture. Pardon ? Avec Exponente. Avec Exponente. Et je pense qu'on parlera après peut-être de ce que veut faire le musée. Justement, oui, puisque les peintres de la marine seront présents, on le sait, pendant l'exposition de la mer XXL, des sculpteurs, des artistes plasticiens. On a vu tout à l'heure sur les écrans, je ne sais pas si elles peuvent repasser, certaines idées, perspectives d'œuvres qui pourraient être exposées. Mais alors, verrons-nous, alors qu'il est en travaux actuellement, ce musée national de la marine, verrons-nous aussi des œuvres issues du musée ? Alors là aussi, c'est un défi. La première question, est-ce que vous êtes surpris que la culture soit là ce soir ? La réponse était oui. Deuxième question, est-ce qu'on sera là ? La réponse est évidemment oui. Mais comment ? Alors on est en train évidemment de concevoir un grand stand pour présenter ce que sera le futur grand musée national maritime de la France. C'est vraiment un projet exceptionnel. Évidemment, je vais réserver les surprises pour l'expo. Le tout, ça va être de montrer comment, à partir d'œuvres du passé, vous savez que le musée de la marine actuelle, qui est à Chaillot, hein, pour ceux qui ne savent pas, est le deuxième plus ancien musée maritime du monde. Le premier, c'est Saint-Pétersbourg. On me demande de faire un musée du XXIe siècle. Donc, comment faire avec le plus vieux musée maritime du monde, le musée de demain ? Eh bien, nous allons le démontrer ici. Certaines œuvres, on va amener des œuvres anciennes qui sont magnifiques. Vous connaissez les maquettes qui sont absolument sublimes du musée. Vous connaissez les peintures, il y a les Vernet qui sont absolument extraordinaires. Les sculptures, les figures de proue qui sont exceptionnelles au musée. Voilà, nous allons faire un choix dans ces œuvres-là pour montrer comment, avec des œuvres du passé, on parle de l'avenir. C'est un défi extraordinaire qu'on est en train de résoudre. Merci pour ces annonces. Nous serons ravis d'accueillir le Musée national de la marine ici pendant la mer XXL. Merci beaucoup, Vincent. Frédéric Moncani de Saint-Aignan, vous êtes le président du cluster maritime français, je le disais tout à l'heure. Autrement dit, tout vous intéresse dans l'économie bleue, évidemment. C'est vaste, l'économie bleue, quasiment aussi vaste que le deuxième domaine maritime mondial. Alors, en quelques mots, que recouvre-t-elle cette économie bleue ? Alors, que recouvre l'économie bleue ? C'est très facile à répondre parce que c'est tout ce qui a été dit tout à l'heure. Depuis tout le début de la soirée, là je suis avec 3 experts à côté de moi, avec lesquels on a beaucoup parlé, et j'y reviendrai. Donc je vais peut-être pas trop détailler ce que c'est que l'économie bleue, parce que je vois tellement de visages de l'économie bleue dans la salle que je vais aller par quelques coups de projecteur. Et puis d'abord, je vais être très rapide parce que là, je sens une tension. Je suis le gars qui empêche que ça s'arrête. Hein. Comme je suis le dernier, si j'ai bien compté. Donc là, les gens se disent, bon, celui-là, il va pas être trop long. Normalement, après, c'est fini. Et après, les lumières vont s'éteindre, mais vous allez avoir une petite surprise sur les écrans. Donc, et je pense qu'elle vous plaira. On va aller directement à la surprise. D'abord, pour dire merci, merci aux organisateurs. Merci à Jean-Marie Biette et à Frédéric Jouette, parce que ces deux gars-là, quand ils ont commencé à lancer cette idée-là, je me souviens, c'était autour d'un verre. Et en fait, j'ai tout de suite essayé d'élever un peu le niveau et de partir sur de la culture. Et comme le disait Vincent, j'ai cette phrase de Paul Valéry en tête qui me traîne dans la tête depuis le début de la soirée. Tout ce qu'il faut ignorer pour agir. Et je crois qu'on est vraiment là-dedans. Tout ce qu'il faut ignorer pour agir. On se lance, on agit, et la mer XXL sera un formidable succès. Un succès qui, moi, m'intéresse. Pour les entreprises françaises. Pour les entreprises françaises, eh ben oui. Pour l'économie maritime. Quelles sont les opportunités que vous y voyez pour les entreprises françaises ? Parce que les 200 000 personnes qui vont venir,
D'abord, elles vont découvrir ce que c'est que la mer, ce que c'est que l'économie maritime, ce que c'est que l'activité en mer. Parce que c'est bien joli la mer, mais tout se passe en mer. Et donc on a du mal à voir ce qui s'y passe. Et là, ici, pendant 10 jours, ils vont avoir l'effet waouh. Waouh, tout ça, ça se passe en mer. C'est ce qui se passe traditionnellement, mais c'est ce qui va se passer dans des années. Alors, je ne vais pas décrire les filières, parce qu'ici, on a parlé des énergies marines renouvelables. C'est un champ phénoménal. Le biomimétisme, cette espèce d'hydrolienne qui remue comme la queue des poissons. Je ne vais pas parler de la marine, parce que la marine, elle sera là, elle sera présente. La seule marine européenne capable d'intervenir partout, dans toutes conditions. Je ne vais pas parler, bien sûr, des biotechnologies, puisque là, j'ai fait une visite avec toi à Nantes. C'était époustouflant. Avec Catherine, si vous saviez le nombre d'heures qu'on a passé sur les projets, la gouvernance, comment on fait, etc., etc. Vincent, on a juste dit, et là c'est une conviction profonde, il faut que les Français connaissent la mer, et pour que les Français connaissent la mer, eh ben, c'est ce projet magnifique que tu portes, et même, et tu sais combien je t'ai encouragé là-dessus, il faudrait que la station de métro Trocadéro, elle soit déjà aux couleurs de la mer, pour que les gens qui descendent aient envie de monter sur le... Et la station pour Montparnasse, ça pourrait être pas mal aussi. On peut y réfléchir. Hein, d'ailleurs, Vincent, autant te le dire, on a commencé à en parler ce midi, on se disait, le grand travellator là, de la station Montparnasse à Paris, la station de métro, une exposition avec le Musée national de la marine, la mer XXL, on a un truc à creuser, j'en suis sûr. Hein. Tout est possible. Tara a fait ça. Tara a fait ça avec le plancton. Pendant des mois, on a vu vrai. le plancton Et c'était passionnant. dans le couloir. Et c'était passionnant. C'était génial, cette exposition. J'ai réussi à vous ramener à Paris dans le métro quand même. Hein. Faut admirer la performance. Bon, je termine parce que là, vous en avez Surtout vraiment... que le métro, tu Parce y que- passes très souvent, Ouais. toi. Hein. Je termine parce que là, vous en avez vraiment, vraiment marre. Simplement pour dire que donc tout ça, ça va être un effet waouh. J'ai aperçu la SNSM. On peut pas ne pas parler des sauveteurs en mer ce soir, quand même. Hein, là aussi, les sauveteurs en mer, c'est un effet waouh. Voilà. Bon, alors j'en ai aperçu plein d'autres. Ils sont déjà fâchés parce que je les ai pas cités, mais sachez que je vous aime. Et juste pour terminer, en fait, simplement pour vous dire que l'intérêt majeur que je vois pour nous, nos entreprises, aujourd'hui, pour recruter dans la plupart des filières maritimes, c'est extrêmement compliqué. Demain, les 200 000 personnes qui viendront, il y en aura je ne sais pas combien, 50 000 en âge de chercher une carrière, et puis 50 000 en âge de changer de carrière. Et ben en sortant d'ici, ils téléphoneront au cluster ou ailleurs d'ailleurs, en disant comment on fait maintenant pour jouer dans la cour de la mer XXL. Voilà, j'ai fini. Merci Frédéric. Merci à vous quatre d'avoir magnifiquement conclu cette soirée. Avant que vous partiez, mais restez encore quelques minutes, il y a des affiches, il y a des plaquettes qui vous attendent, notre équipe, pour vous répondre. Nous allons maintenant terminer sur un moment d'émotion, de poésie, un appel au rêve. Jean-Marie Biette, Frédéric Jouette, rejoignez-moi s'il vous plaît devant les caméras sous les sunlights. C'est la première fois que nous allons diffuser une interview d'un très grand monsieur. Profitez de quelques minutes avec un homme extraordinaire. Merci, monsieur Jacques Perrin. Merci à vous tous et très bonne soirée. Jacques Perrin, merci de nous accueillir dans votre bureau. On le voit ici, sur les murs, dans votre bibliothèque. La mer fait manifestement partie intégrante de votre vie. Alors, quelle relation entretenez-vous avec elle? La mer, l'océan, c'est une histoire de passion, c'est une histoire de sérénité. Et comme heureusement, je fais une autre passion, c'est le cinéma, mais qui, avec le cinéma, me rapproche encore plus de la mer. La mer, pour moi, c'est le souffle, c'est les rêves, c'est la poésie, c'est tout ce que la mer peut nous offrir. Et moi, j'ai fait 2, 3 films, dont avec Schendorfer, Le Crabe Tambour, mais des films sur la mer, mais je crois que j'ai pas commencé à faire le vrai film que je voudrais faire sur la mer, parce que je crois, quand les choses nous passionnent à ce point, on n'arrive jamais à les dessiner tous les contours. On arrive à donner des sentiments, on arrive à donner voilà, des indications, mais le souffle de la mer
quand j'imagine les tempêtes, quand j'imagine les cieux changeants, quand j'imagine le lointain quand on est sur la falaise, le lointain quand on est sur un bateau, et qu'on est bercé, quand on est chahuté par l'océan. Qu'est-ce que vous voulez qu'on rêve de plus? Quand j'ai fait un film qui s'appelait Océan, il y a un petit garçon qui demande « C'est quoi la mer ?» Et j'avais trouvé cette formule avec Jacques Cluzot formidable. « C'est quoi la mer ?» Il n'y a pas de mots. La mer, c'est... Voilà, c'est ça. C'est le souffle, c'est les nuées, c'est voilà, tout ce que l'on peut rêver au plus profond de soi-même. Et je crois que quand on a une âme qui est bercée par la mer, je crois qu'on vit un peu mieux, on devient un peu meilleur. Alors justement, la première édition de la mer XXL se déroulera à Nantes du 29 juin au 10 juillet 2019. Comment cet événement s'inscrit-il dans votre vision de la mer? Ma vision, mes visions de la mer, elles sont multiples. D'abord, c'est les navigateurs qui pourraient nous parler de la mer, de cette mer qui nous appelle et qui nous fait rêver. Ça peut être aussi les marins, c'est-à-dire les pêcheurs. La connaissance de la mer, c'est quelque chose qu'on a vécu avec elle. Je crois que c'est bien, s'il y a une telle manifestation, ce sera pour parler, pour évoquer, pour rejoindre la mer et de faire en sorte qu'il n'y a pas que les gens de la mer qui aiment la mer. La mer, c'est aussi celle qu'on imagine, c'est celle que l'on voit quand on est sur une falaise et qu'il y a les lointains, les horizons, et qu'on s'imagine que, si je pouvais, j'irais bien sur l'océan. Alors il y a ceux qui rêvent, mais il y a ceux qui rêvent en étant sur la mer. Mais l'utilité, c'est de savoir que, en termes de scientifiques, en termes d'écologie, en termes de tous les aspects de la vie de nous autres terriens, les réponses peuvent être apportées par la mer. Vous le dites si bien. Alors, en tant que futur visiteur de la mer XXL, qu'aimeriez-vous y voir? Qu'attendez-vous de l'exposition? J'attendrai à être, comme dans la vie, à être étonné. La mer, c'est un continuel renouvellement. Et à chaque fois, l'émotion, la sensation que l'on ressent, on a toujours l'impression que c'est comme pour la première fois. Les cycles de la mer n'est jamais pareille. Il suffit d'un ciel couvert, il suffit de l'étendue de la mer qui change de couleur, et d'un seul coup, c'est d'autres univers, c'est d'autres horizons. Et j'ai l'impression que dans un centre, une manifestation, il y a de quoi présenter sous différentes facettes ce qu'est la mer. Et de savoir que je ne sais pas comment font les gens pour vivre sans être au bord de la mer, sans avoir la faculté. Moi, j'ai l'impression, on parle de liberté. Liberté, c'est quoi la liberté? Les terrains sont finis en agriculture, dans les paysages normaux. Mais quand on parle de la mer, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontières. C'est une étendue, il n'y a pas des océans, il y a un océan global. Et donc l'océan global, on peut faire le tour dans tous les sens. Et on peut revenir, après des tas de tours du monde, revenir à son point de départ. Et ça, il faut que les spectateurs se rendent compte de ça, de cette richesse qui n'a jamais été racontée, si les poètes savent formidablement raconter. Et c'est vrai que, voilà, les mots nous bercent. Et la différence entre la poésie et puis la mer, la poésie, on peut fermer les yeux et être bercé, tandis que pour rêver en mer, il faut avoir les yeux grands ouverts. Dans le comité d'experts, il y a une idée.